Mes chers compatriotes, les oiseaux de mauvais augure, les détracteurs de l'intérieur et surtout de la diaspora sont dans la lucarne présidentielle. En effet, drapés dans une posture outrecuidante, le président de la République, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, en séjour de travail dans les pays du pôle, s'est fendu d'une violente charge contre ceux de ses compatriotes qui, avec raison, constance, pugnacité et courage, s'élèvent contre la malgouvernance au Congo-Brazzaville. Depuis au moins 42 ans cumulés de pouvoir sans partage, le président de la République est, en n'en point douter, l'icône du déclin congolais dont il clame fièrement accélérer la marche. Dans le respect de l'institution présidence de la République, je rappelle au souvenir de chacune et de chacun que bon nombre de personnalités politiques dans le monde ont tenté en vain de privatiser le pouvoir. La construction des digues politiques en argile, soutenues par des complots imaginaires, sont légion. Staline, avec les camps de travail en Sibérie, URSS. Ceausescu, avec le totalitarisme dans les Carpates, Roumanie. Et Sékou Touré, avec la rééducation socialiste du sinistre camp Bouarou, n'ont pu se faire absoudre de leurs basses et inhumaines œuvres par la postérité. Bien au contraire, ces personnalités ont réussi le malheureux tour de force de noircir dans l'histoire mondiale et pour l'éternité les patronymes avec impact sur les descendances. Si dénoncer la fracture sociale, le manque d'eau et d'électricité, l'absence de système éducatif et de santé adéquat, le chômage massif des jeunes est un crime. Si critiquer la prédation économique, le farotage, la corruption, la gestion clanique des ressources naturelles, la dérive sécuritaire de l'État, l'endettement cyclique du pays est un crime. Si revendiquer le paiement des salaires, des bourses d'étudiants et les pensions des retraités, la diversification économique est un crime. Si travailler pour le changement et la rupture aux fins de rétablir la souveraineté nationale est un crime, dans ces conditions, chers compatriotes de l'intérieur et surtout de la diaspora militante, fer de lance du changement, ensemble, assumons cette criminalité pour un pays à jamais libre et prospère. Ainsi, avec beaucoup de retard, certes, et fidèle en mon engagement patriotique, je fais livraison de la déclaration du Rassemblement des forces du changement suite
à la présentation du programme d'action gouvernementale par le Premier ministre du Congo, Brazzaville, aux parlementaires, le lundi 22 juin 2026 à Brazzaville. Peuple congolais, malgré un fort taux d'abstention à l'élection présidentielle du 15 mars 2026, M. Denis Sassou Nguesso est installé comme président de fait à la tête de notre pays, conformément aux prérogatives constitutionnelles. Il a procédé à la reconduction tacite de M. Anatole Colinet Makosso au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Décret numéro 2026-175 du 23 avril 2026. À ce titre, le chef du gouvernement a cru se conformer aux dispositions de l'article 103 de la Constitution. À son entrée en fonction, le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale le programme d'action du gouvernement. La présentation du programme d'action du gouvernement ne donne lieu ni à débat, ni à vote. En réalité, cela s'est fait dans l'irrespect total de la loi fondamentale. D'autant que M. Makosso a pris ses fonctions bien avant le 27 avril 2026, date des passations de service entre les membres de l'ancien et du nouveau gouvernement. Par ailleurs, il a promis se présenter devant la Cour suprême pour déclarer son patrimoine, conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution. Là aussi, il semble que cela soit impossible, la loi n'autorisant l'exercice qu'à la date de la prise de fonction. Le lundi 22 juin 2026, M. Anatole Colinet Makosso a livré aux parlementaires sa vision à la tête du gouvernement pour les mois et années à venir. Cet exercice appelle une remarque générale. Le programme d'action du gouvernement est un contrat avec les représentants du peuple dans lequel le chef du gouvernement s'engage avec loyauté à servir l'État, y compris contre les marées d'injonctions présidentielles parfois contraires à l'esprit constitutionnel. C'est l'occasion pour le Premier ministre, par une densité intellectuelle, une personnalité architecte et un courage à toute épreuve, d'aider le président de la République à mieux gouverner et au meilleur choix possible pour le pays. Dans le cas d'espèce, la présentation de M. Makosso pêche par un manque de cap clair dans la programmation, la hiérarchisation, l'exécution et le financement des missions dévolues au programme. En clair, pour la mandature 2026-2031, font défaut les moyens et les outils de redevabilité permettant au pays d'évaluer les échecs et les succès. À l'entame de sa présentation, faisant fi de la fracture sociale entre la classe dirigeante et le peuple, il s'est inspiré de La Fontaine en récitant
devant la représentation nationale. La fable revisitée du corbeau et le renard pour s'approprier des prébendes suspendues au bon vouloir de son président. Volontairement, M. Makosso s'est placé dans une posture de choix défavorable pour un chef de gouvernement, celui de servir l'intérêt général ou de préserver les prébendes du patriarche président. Son choix est sans ambiguïté ni équivoque. Il clame tout haut qu'il assume son bonheur dans la soumission. C'est tout simplement de la servitude volontaire. En dépit de sa volonté, il peine à justifier les 12 batailles de la mandature 2021-2026, puis à exposer les promesses des 10 missions du présent exercice gouvernemental. En vérité, le peuple congolais n'a besoin ni de 12 batailles, ni de 10 missions. Les Congolaises et Congolais ont pour unique bataille la survie et pour seule mission le changement. Après 45 ans de prédation, de brutalité et d'un pouvoir sans partage, l'État néo-patrimonial congolais a mangé son pain blanc. Il n'a plus rien à proposer au pays. Les ministres oisifs, les slogans creux et de vaines promesses n'impressionnent plus, ne mobilisent plus. Désormais, ils ne sont plus que répulsifs pour un peuple séquestré contre sa volonté dans une prison à ciel ouvert qu'est devenu le Congo. Les chantiers sont nombreux, mais laissés à l'abandon par manque d'hommes d'État, c'est-à-dire ceux qui travaillent contre vents et marées à la construction du bonheur des générations présentes et futures. Des hommes non sublimés par la médiocrité et l'égoïsme, qui s'arrogent toute la puissance publique et financière de l'État, aux fins de s'imposer au peuple mandant et se soustraire à sa justice. Les chantiers sont nombreux, comme l'esquisse, en toute transparence, la présentation de M. Makosso. Il s'agit, je cite, des pénuries d'eau, d'électricité, de carburant, des prix de denrées alimentaires et de la vie chère, de la lutte contre la délinquance en zone urbaine et rurale, de la qualité du transport public urbain, aérien, fluvial et ferroviaire, de la réhabilitation et de l'entretien des routes, aussi bien dans les villes que dans l'arrière-pays, de l'enlèvement des ordures ménagères, de l'apurement de la dette intérieure, sociale et commerciale, du paiement, des arriérés et arriérages des pensions, de la régularité du versement des pensions de retraite, de la mise à disposition effective des fonds en faveur des structures à budget de transfert dans les établissements de santé et les universités, de la rétrocession des centimes additionnels aux collectivités locales, du paiement régulier des agents volontaires, communautaires et bénévoles de nos écoles, de l'amélioration de la prise en charge des malades dans les centres hospitaliers, de la prise en charge adéquate du fonctionnement de nos représentations diplomatiques à l'étranger, des files d'attente dans les stations-service, etc. Fin de citation. Ces chantiers sont vieux comme le monde.
ils ne reçoivent des autorités pour seule réponse que le verbe délirant de promesses non tenues, pendant que le peuple attend des solutions concrètes. Même le meilleur partenaire financier du gouvernement, le Fonds monétaire international, s'en lasse. Il rappelle l'inconséquence du chef du gouvernement en raison de une sous-exécution des dépenses sociales et des investissements publics, une dette publique totale qui peine à diminuer, et notamment la dette intérieure. En réalité, en 5 ans, de 2020 à décembre 2025, elle a augmenté en valeur absolue de 2 347 milliards de francs CFA, soit 35,6%, passant de 6 596 milliards de francs CFA à 8 946 milliards de francs CFA. La baisse dont parle le Premier ministre n'est que l'effet mécanique de la baisse du ratio dette publique PIB de 111,1% à 92,46%. Depuis 2020, ce ratio est au-dessus de 90%, supplantant largement la norme communautaire de la CEMAC de 70%. Fin mars 2026, la dette publique congolaise s'élève à 9 227 milliards de francs CFA, faisant apparaître une vulnérabilité aiguë et de surendettement préoccupant. Cette situation mérite une attention particulière des pouvoirs publics. Une mobilisation des recettes hors hydrocarbures en deçà du potentiel, des réformes structurelles inachevées. Le système fiscal reste complexe, poreux et inéquitable. Trop de revenus échappent encore à l'imposition. L'administration fiscale n'a jamais pleinement exploité les potentialités offertes par la numérisation. Dans ces conditions, difficile de faire croire à une accélération de la marche vers le développement. Dans les faits, une marche ne peut s'accélérer que si elle a déjà commencé. À ce jour, la seule marche exécutée est celle vers l'enrichissement illicite des cadres politiques et de la haute fonction publique. Le seul développement visible et palpable est celui des comptes bancaires offshore les concernant, sans jamais que les menus frétins et les gros poissons ne soient inquiétés. L'explication est toute simple. L'exécutif est profondément corrompu. Au nom du peuple, le RFC dit assez du capitalisme de connivence dans notre pays. C'est de l'enrichissement illicite. Il faut en finir avec les présidents et familles, les premiers ministres et familles, les ministres et familles, les conseillers et familles, les directeurs généraux et familles, tous investisseurs corrompus et véreux, dilapidant les ressources nationales, s'accaparant les minerais liquides et solides du Congo, tels de vulgaires sanctions. Dans sa présentation, M. Makosso avoue et assume, dans la transparence la plus totale, l'incompétence, l'incapacité personnelle et de son gouvernement
à changer la vie des compatriotes. Il les relègue au simple rang de sujets de Sa Majesté l'Empereur, assurant la redistribution de la richesse nationale au gré de ses humeurs et mondanités proustiennes. Dans aucun pays au monde, le farotage n'a servi de levier économique. Il est un symbole plus que visible de la malgouvernance. Il ne s'agit ni plus ni moins que de l'exhibition d'un bien mal acquis. Pour prétendument accélérer la marche vers le développement, M. Makosso et son mentor, M. Denis Sassou Nguesso, s'appuient sur la collaboration avec le Fonds monétaire international. Depuis 1985, le Congo, notre pays, a connu plusieurs épisodes de surendettement en lien avec sa forte dépendance aux revenus pétroliers. Sous perfusion continue du FMI, avec différentes restructurations et plusieurs programmes de réforme, le pays reste confronté à des défis structurels en matière de diversification économique et de gouvernance financière. Les programmes d'ajustement structurel PASS, emblématiques du consensus de Washington, imposent aux économies un triple carcan: austérité budgétaire drastique, privatisation massive et libération forcée des marchés. Conçus comme des remèdes universels au déséquilibre macroéconomique, ces mesures aggravent les crises qu'elles prétendent résoudre. La réduction abrupte des dépenses publiques, comme un gage de rigueur, précipite l'effondrement des services essentiels, santé et éducation en tête, tout en approfondissant la paupérisation de la société. Ainsi, loin de stimuler le développement inclusif, ces politiques enferment le pays dans un cycle de dépendance. L'État s'endette pour financer son développement, rencontre des difficultés de remboursement, sollicite le FMI, applique les politiques d'austérité, voit sa croissance ralentir, puis recourt à un nouvel endettement pour soutenir son économie ou financer ses besoins sociaux dans l'attente du prochain cycle. Cette dynamique crée le piège de la dette et de la dépendance au programme d'ajustement. Le Fonds monétaire international incite les pays sous sa coupe réglée de croître la pression fiscale pour mobiliser les ressources permettant de satisfaire les bailleurs de fonds au détriment de l'économie nationale. A contrario, pour bâtir le changement, le peuple mise sur sa souveraineté politique et économique. Dans le monde, des exemples de pays qui ont réussi sans le FMI sont légion. C'est le cas de la Malaisie en 1997, de l'Irlande en 2008 pendant la crise des subprimes et de l'Argentine au lendemain de la crise du pesos en 2001. Ils ont retroussé les manches et recherché des solutions autochtones. Le gouvernement évoque l'équité fiscale, c'est-à-dire l'égalité des contribuables devant l'impôt. Elle suppose que les plus hauts revenus, que sont les ministres, les sénateurs, les députés, les hauts fonctionnaires et les grandes fortunes, doivent apporter plus à la collectivité en honorant
le paiement des prix, taxes et tarifs publics, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Exemptés des impôts et taxes, ils sont à la charge de l'État. Les rapaces de la haute société politique congolaise et famille ne vivent que de gratuité, tous azimuts. Ce sont des Robins de Bois s'engraissant au détriment des plus démunis. Monsieur Makosso se croit de convaincre les Congolais du succès de sa collaboration avec le FMI en épiloguant sur le reprofilage, le réaménagement, la restructuration de la dette et le rebond. Le reprofilage de la dette consiste à modifier le calendrier global des remboursements futurs du pays par le biais du refinancement, d'une substitution de dette ou de renégociation. Bien souvent, le reprofilage sacrifie les populations sur l'autel des créanciers. Le réaménagement de la dette est le regroupement de plusieurs crédits en un seul financement, remboursé avec une tranche unique. La restructuration de la dette est la réorganisation de ses obligations financières afin de mieux supporter le poids des échéanciers, rallongement des délais de remboursement, réduction des taux d'intérêt et parfois annulation partielle de la dette. L'eurobond est un emprunt émis en commun par les pays de la zone euro sur les marchés. Un emprunt doit être remboursé à échéance. L'inconvénient de l'eurobond est d'augmenter les taux d'intérêt pour les pays qui n'inspirent plus confiance aux investisseurs. En somme, les solutions privilégiées par le gouvernement ne brisent pas le cycle de l'endettement. Elles ne font que transférer la dette d'aujourd'hui à demain. Un héritage difficile, tant l'avenir est déjà hypothéqué avec le détournement éhonté par une élite gouvernementale corrompue des 14 000 milliards du Fonds des générations futures. La puissance publique entend élargir l'objet, l'assiette et la base de la fiscalité pour accroître les recettes publiques, sans se préoccuper de l'érosion du pouvoir d'achat des populations, c'est-à-dire la quantité de monnaie permettant l'acquisition en volume des biens et services. Elle ferait déjà bien mieux d'améliorer la collecte et la gestion actuelle des taxes directes et indirectes qui échouent dans les comptes offshore des gouvernants et affiliés. On n'améliore pas le quotidien des populations par la pression fiscale, mais plutôt par l'augmentation du pouvoir d'achat. Faut-il rappeler à M. Makosso les objectifs d'une politique économique que sont la croissance, la stabilité des prix, le plein emploi, l'équilibre des échanges extérieurs et des finances publiques. Ils poursuivent également l'amélioration du bien-être collectif à travers la lutte contre les inégalités pour l'augmentation du niveau et de qualité de vie, la justice sociale et fiscale, la qualité du système de santé et la préservation de l'environnement. Malheureusement, Saint Thomas, le peuple congolais, ne voit ni ne touche les bienfaits présumés des 45 ans assumés de pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, dont ce Premier ministre est désormais autant comptable que le président. C'est la logique de recette. La reprise en main maîtrisée de la politique économique nationale ne peut résolument faire
l'économie d'une grande conférence économique du Congo sur la question de la dette, la priorité des investissements et les mesures de redevabilité, permettant l'évaluation des choix gouvernementaux. Elle regrouperait au chevet de notre économie toutes les éminences grises de la discipline et tous les acteurs des secteurs de l'économie, tant structurés qu'informels, à la recherche des solutions de rupture avec le cycle infernal et sans issue de l'endettement chronique. L'enjeu n'est pas seulement de réduire le poids de la dette, mais surtout de sortir durablement notre économie de la dépendance à l'endettement extérieur, devenu un cercle vicieux. Au regard de ce qui précède, il paraît légitime de souligner que le Congo, la restructuration de la dette n'est pas la panacée lorsqu'elle s'accompagne de programmes d'ajustement susceptibles de freiner la croissance et d'imposer de nouvelles contraintes budgétaires. Elle alimente le cycle récurrent de l'endettement et de la dépendance. Monsieur Makosso, pour les Congolais et Congolaises, votre intelligence vous prédestinez à plus d'épaisseur et de charisme pour aider le pays à une meilleure gouvernance, en vous laissant emporter par les délices et l'ivresse du pouvoir. Vous avez tout simplement, monsieur, raté les débuts. Le RFC, dans un élan d'unité nationale, vous appelle au ressaisissement. Le temps du griot est fini. Il vous faut rassembler et fédérer les énergies par un dialogue politique retrouvé afin de reconstruire dans une résilience collective un pays aujourd'hui en lambeaux. Vive le Congo, vive le changement fait à Brazzaville le 25 juillet 2026 pour le Rassemblement des forces du changement. Le docteur Marcel Itokoulou, premier vice-président en charge de la prospective, de la communication et porte-parole.